Jean-Pierre Vallet, bonjour. Vous Bonjour. êtes géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris. Vous êtes spécialiste du champ magnétique terrestre et pourtant vous proposez un scénario de disparition pour l'homme de Néandertal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien? Oui, alors on a proposé énormément de scénarios pour expliquer cette disparition et aucun d'entre eux n'est vraiment convaincant à l'heure actuelle. Il y a cependant une chose que personne n'a remarqué précisément, c'est que au moment de la disparition de l'homme de Néandertal qui s'est produite, disons, à peu près entre 40 000 ans et 35 000 ans avant notre ère, le champ magnétique de la Terre a eu une caractéristique très particulière, en ce sens que son intensité était très faible et que sa direction a considérablement évolué elle aussi. Alors je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Lorsque vous prenez une boussole, à l'heure actuelle, votre boussole va pointer vers le pôle nord magnétique, qui est à proximité du pôle nord géographique. Eh bien, il y a 40 000 ans, le pôle nord magnétique était en fait à proximité du pôle sud géographique. Donc il y a eu une inversion. En fait, il s'est produit ce qu'on appelle une inversion. C'est probablement ce qui s'est passé lors de l'événement du Lachan. L'événement du Lachan, c'est quoi exactement? Alors, l'événement du Lachan que j'ai oublié de définir, c'est précisément ce moment, il y a 35-40 000 ans, où le champ est devenu très faible, s'est affaibli et a donné lieu à une inversion. C'est des phénomènes qui arrivent souvent Ce sont des phénomènes qui arrivent assez régulièrement, même très régulièrement dans l'histoire de la Terre. La dernière inversion s'est produite il y a 780 000 ans, mais il y a aussi des événements beaucoup plus rapides, au bout duquel, en fait, le champ se renverse pendant une toute petite période et puis revient après à la polarité initiale. Et c'est précisément ce qui s'est passé il y a 40 000 ans. Donc le pôle Nord est devenu pôle Sud. Et puis après, il est redevenu pôle Nord. Et durant cette période, évidemment, il s'est produit beaucoup de choses parce que l'intensité du champ a été très affaiblie. Et cette intensité du champ étant très affaiblie, eh bien, la pénétration des rayonnements cosmiques, parce que le champ magnétique nous protège contre les rayonnements cosmiques et galactiques. Donc, en quelque sorte, la protection magnétique de la planète diminue, et donc toutes ces particules qui nous viennent de l'espace vont atteindre des couches de l'atmosphère qui sont beaucoup plus basses, et donc vont déclencher des réactions chimiques en cascade qui seront un peu différentes de celles qu'elles déclenchent d'habitude dans la très haute atmosphère, et beaucoup plus concentrées. Et en particulier, donc, vont conduire, dans le cas qui nous intéresse, à la production d'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique va attaquer la couche d'ozone. Donc ça va enlever la couche d'ozone sur toute la planète ou seulement sur une partie? Ça ne va pas enlever la couche d'ozone, disons, sur toute la planète. En tout cas, ça va attaquer sérieusement la couche d'ozone qui se trouve d'une part au pôle ou à proximité des pôles magnétiques. Alors évidemment, la notion de pôle est attachée à la définition que l'on donne de la structure, de la géométrie du champ magnétique. À l'heure actuelle, on parle de pôle nord et de pôle sud parce qu'on a un champ magnétique assez simple qui est un champ dipolaire, c'est-à-dire avec deux pôles. Mais probablement, pendant cet événement du Lachan, la structure, la géométrie du champ était probablement beaucoup plus compliquée. Et donc on avait certainement beaucoup plus de pôles que ce que l'on a à l'heure actuelle. On appelle ça un champ multipolaire. Donc il n'y avait pas seulement un pôle nord et un pôle sud, mais beaucoup plus. Il y en avait probablement beaucoup plus. Et c'est en particulier à cause de cette géométrie aussi que la pénétration, que l'attaque de cette couche d'ozone a eu des effets beaucoup plus importants que ce qu'elle aurait à l'heure actuelle. D'accord. Et les conséquences sur la surface terrestre de cette atteinte à la couche d'ozone, c'est quoi? Alors on sait que la couche d'ozone, eh bien, elle nous protège contre les rayonnements ultraviolets et en particulier contre les rayonnements ultraviolets B, qui sont ceux qui attaquent la peau en particulier. Et donc, qui dit diminution de la couche d'ozone, dit forte pénétration de ces rayonnements ultraviolets. Alors on observe ça à l'heure actuelle dans le sud du Chili, et il y a des expériences et des mesures qui ont été faites dans la ville de Punta Arenas, où l'on a observé qu'en fait on avait une augmentation très importante du nombre de cancers de la peau, du nombre de mélanomes, qu'on appelle des mélanomes malins, c'est-à-dire des mélanomes, des vrais cancers très dangereux et qui, dans beaucoup de cas, amènent au décès de la personne. Et puis on sait qu'ils attaquent le système immunitaire, donc il y a des affections dangereuses et graves du système immunitaire qui vont donc enlever une partie de notre protection contre les maladies. Et l'homme de Néandertal était précisément, avait une morphologie qui finalement n'était pas très éloignée de la nôtre, et surtout, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, il n'était pas couvert de poils. Il avait des traits physiques. On a même montré par des analyses génétiques que certains hommes de Néandertal, en tout cas des individus, ont été génétiquement identifiés comme étant des individus à la peau claire et aussi
potentiellement avec des yeux bleus, des yeux clairs. Donc des caractéristiques qui sont tout à fait analogues à la nôtre. Et puis, ça tout le monde le sait, quand on regarde le soleil, on sait bien qu'il faut évidemment se protéger avec des lunettes. Et donc, en grande partie à cause de ces UVB qui vont attaquer l'œil et qui peuvent déclencher des cataractes, mais aussi des troubles visuels très graves. Et alors évidemment, dans le cas de l'homme de Néandertal, c'est quelque chose qui revêt une importance assez particulière, dans la mesure où l'homme de Néandertal était un chasseur. Il avait donc besoin de facultés visuelles assez importantes pour pouvoir détecter son gibier et viser correctement, en quelque sorte. D'accord. Donc, concernant l'Europe, comment vous savez qu'il y a 30 000, 40 000 ans, il y a eu un trou d'ozone autour de cette région? Alors, on a des modèles qui nous permettent de calculer ça, mais ces modèles sont basés sur des données. Et les données, ce sont celles que l'on mesure dans les roches qui ont été formées et qui ont acquis une aimantation à cette période. Et en particulier les roches volcaniques, qui, lorsque une coulée de lave volcanique se refroidit, eh bien, les minuscules particules magnétiques qui sont contenues dans la coulée vont s'orienter dans le sens du champ de l'époque. Donc en mesurant l'orientation de ces particules aimantées, on va pouvoir remonter à la direction du champ magnétique de l'époque et on va aussi pouvoir remonter à son intensité dans les meilleurs des cas. On a beaucoup d'enregistrements sur lesquels nous-mêmes nous avons travaillé qui sont dans le Massif central, mais il y en a aussi qui proviennent de carottes océaniques et on a même des enregistrements volcaniques qui proviennent de Nouvelle-Zélande. Et qui ne viennent pas d'Europe alors? Donc, qui ne viennent pas d'Europe, mais tous ces enregistrements-là nous indiquent que l'intensité de ce dipôle, qui était donc globale, était très très faible. Donc partout sur la Terre, le champ magnétique a été très affaibli durant cette période. Mais justement, si la diminution du champ magnétique est globale, pourquoi est-ce qu'on observerait des extinctions seulement en Europe? Alors, d'abord, on ne sait pas trop si à cette période il n'y a pas eu d'autres extinctions ailleurs, mais surtout, les modèles que nous avons utilisés montrent que la répartition de cette diminution de la couche d'ozone est fonction, en quelque sorte, va dépendre de cette géométrie du champ. C'est-à-dire qu'en gros, on s'aperçoit que quelle que soit la géométrie du champ, que ce soit un champ qui soit resté dipolaire avec un dipôle très faible, ou que ce soit un champ beaucoup plus compliqué avec des pôles partout, globalement, ça restera dans des bandes de latitude qui sont élevées. En gros, entre les latitudes de 45 à 90 degrés nord, au sud. Donc vous, comment est-ce que vous avez fait la connexion entre justement une variation du champ magnétique et l'homme de Néandertal? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Vous avez juste vu que les dates étaient coïncidaient ou il y a davantage d'éléments pour établir cette théorie? Alors, l'homme de Néandertal a commencé à disparaître aux alentours de 40 000 ans. Et puis sa population s'est affaiblie et on suppose qu'il y a eu des foyers qui sont restés dans le sud de l'Espagne, à proximité de Gibraltar, et ces foyers auraient disparu aux alentours de 32 000 ans. Donc en gros, on pourrait même presque imaginer que ça s'est fait un peu en deux étapes, une disparition d'abord dans l'Europe de l'Ouest et puis ensuite des derniers foyers éteints au sud de Gibraltar. Mais en tout cas, ce que l'on sait, parce qu'on l'a mesuré sur des coulées notamment venant du Massif central, ce que l'on sait, c'est que le champ magnétique avait ces caractéristiques très particulières durant toute cette période, entre 40 000 et 32 000 ans à peu près. D'accord. Au moment où Néandertal disparaît, on pense qu'il y avait aussi l'homme moderne qui commençait à arriver en Europe. S'il est vrai que le champ magnétique, une perturbation du champ magnétique a pu hâter la disparition de l'homme de Néandertal, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait la même chose avec l'homme moderne? Alors c'est évidemment une question qu'on s'est posée. Pour ce que l'on en sait, l'homme moderne est arrivé soit au moment de la disparition de l'homme de Néandertal, ils ont, en tout cas peut-être même ont-ils coexisté. La grande majorité pense qu'il y a eu coexistence, en tout cas dans les mêmes aires géographiques, disons, de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne. Et puis d'autres restent un petit peu en marge de cette hypothèse qui est quand même la plus admise. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose, parce que selon tous les scénarios, l'homme moderne était soit déjà en Europe, soit pas encore arrivé. S'il n'était pas encore arrivé, ça voulait dire qu'il était encore probablement en Afrique, et donc à des latitudes beaucoup plus basses et pas forcément concernées par ce fameux trou de la couche d'ozone. Si au contraire il était déjà parvenu en Europe, ça veut dire que sa population était beaucoup plus distribuée entre l'Afrique et l'Europe, et donc on peut imaginer que forcément il aurait été lui aussi affecté, mais pas d'ailleurs toute la population, et d'autre part on peut aussi penser qu'il a
peut-être développer une résistance plus importante. D'accord. On connaît bien l'histoire magnétique de la planète Terre. On sait qu'il y a eu donc beaucoup d'inversions dans le passé. Est-ce qu'on a pu observer en même temps des extinctions, d'autres extinctions qui auraient pu avoir lieu avant dans l'histoire, qui ont été liées à des changements de champ magnétique? Alors ça n'a jamais été le cas. Mais c'est toujours le même problème, c'est que le problème c'est d'abord un problème de chronologie et ensuite un problème de statistique. Lorsqu'on s'intéresse aux populations, disons, de petites bêtes qui ont donc vécu pendant des millions d'années, on n'a jamais pu trouver une seule corrélation entre la disparition des espèces et effectivement une inversion du champ. Il n'y a pas de corrélation directe. Ceci étant dit, il y a des disparitions d'espèces en masse qui se produisent à des moments pas très éloignés d'inversion du champ. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait une corrélation, mais la question reste malgré tout ouverte et beaucoup de chercheurs ont effectivement travaillé sur ces problèmes pendant des années. Mais de façon très objective, il n'y a effectivement pas de corrélation. Maintenant, pour ce qui concerne la race humaine, voire même les grands singes, là, on n'a pas... Les grands singes étaient fortement concernés pour des raisons qui sont faciles à deviner, puisqu'ils étaient couverts de poils. Donc les UVB ne les ont évidemment pas concernés. Quant aux hominidés, eh bien, les hominidés étaient répartis principalement en Afrique. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les basses latitudes n'étaient pas vraiment concernées par ce trou d'ozone. Une dernière question, en tant que spécialiste justement du champ magnétique terrestre, c'est un peu risqué de publier un article concernant l'homme de Néandertal. Alors, pourquoi avoir finalement relevé le défi? Oh, on n'a pas vraiment vécu ça comme un défi, on a un peu vécu ça comme une application potentielle de ce qu'on avait fait pendant des années, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur les inversions du champ, essayer de comprendre comment ça se passe, quelle est l'origine d'une inversion, comment le champ se renverse. Et puis, on s'est beaucoup intéressé aussi à ces fameux événements plus courts, qui sont eux-mêmes des inversions pour la grande majorité, mais qui ne sont pas des vraies inversions, puisque le champ n'est pas capable de se renverser pendant une durée très longue, il va revenir à sa polarité, à son aspect d'origine. Et donc, on s'est en particulier intéressé à cet événement le plus proche de nous, qui était l'événement qu'on appelle le lâchant et qui s'est produit précisément il y a 40 000 ans. On a beaucoup travaillé là-dessus, on a fait des études sur ces roches du Massif central, puis on a fait des études sur des séquences de sédiments, et on a aussi fait des modèles pour essayer de voir quelle était précisément la géométrie du champ durant cette période, et mieux comprendre ce qui s'était passé. Et donc de là, nous est venue cette idée de faire évidemment le lien direct entre le champ, la structure interne du champ, sa structure à l'intérieur du globe, et puis évidemment le champ en tant que protecteur des rayonnements tels qu'on les connaît, et évidemment la diminution de l'intensité du champ ayant un effet direct sur cette protection, on s'est intéressé au problème de la vie qu'il y avait derrière. Jean-Pierre Vallet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Au revoir.